Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 27. CNV, une communication sans violence? Ça y est, vous pouvez enfin découvrir la nouvelle musique de générique des séries Shocking, celle qui vous accompagnera dans vos futures plongées aux confins de votre esprit. J'espère qu'elle vous plaît. Nous devons la composition de ce hit à Erwan Tuttle, dont je vous parlais plus longuement dans la vidéo Scoop 9 d'ouverture de cette saison 5. Mais venons-en à notre sujet, la communication non violente. On entend beaucoup parler de cette technique et de ses bienfaits au sein du couple, avec nos enfants ou au travail. La CNV, aujourd'hui pratiquée aux quatre coins de la planète, serait-elle l'outil parfait pour résoudre tous nos conflits ? C'est vrai qu'entrevoir la possibilité de relations sereines et fluides, quel que soit le cadre, ça fait tout de suite rêver. J'ai proposé à Olivier, chercheur devant l'éternel du mode d'emploi ultime de l'interaction harmonieuse entre humains, de venir nous en parler. Tout au long de cette série en 5 chapitres, nous explorerons le monde joyeux, mais aussi parfois inquiétant de la communication non violente. Ses règles, ses codes, son vocabulaire et ses figures de proue. Mais la non-violence implique-t-elle de censurer certaines émotions comme la colère ? Mène-t-elle à un discours convenu, vendu au politiquement correct ? À l'aide d'exemples pratiques et d'une analyse critique affûtée, c'est un véritable tuto 5 étoiles que nous vous proposons ici. Petite précision pour les profanes, dans cette conversation, il sera fait mention de girafe et de chacal. Il s'agit des 2 représentations symboliques utilisées en CNV pour personnifier une personne ou une pensée non violente, la girafe et son grand cœur, et une personne ou une pensée animée par le conflit, le chacal. Enfin, dernière information préliminaire, dans ce chapitre vous remarquerez peut-être un passage de quelques minutes à la qualité sonore moins bonne que d'habitude, avec des sons parasites bizarroïdes. Cet accident de parcours est lié à un problème technique qui est survenu au moment de l'enregistrement. J'espère qu'il ne perturbera pas votre écoute. Allez, prêt pour la traversée ? Bien sûr que vous l'êtes. Chapitre 1. Les bases de la communication non violente. Bonjour Olivier. Bonjour Elisabeth. Je t'ai proposé de venir à mon micro pour nous parler de communication non violente parce que tu as non seulement une grande connaissance de cette technique, pour y avoir été formé, l'avoir pratiquée pendant plusieurs années, mais aussi parce que tu as une connaissance approfondie de ses fondements et de ses différentes applications. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors, je suis photographe plasticien. J'ai fait un peu d'autres métiers avec beaucoup de plaisir à rencontrer le monde du handicap et à accompagner des gens qui sont porteurs de handicap sur du séjour de vacances, sur un boulot plus comme éduc. Il y a eu ça un peu en alternance dans ma vie professionnelle. Et puis, la communication, ça peut être au sens large pour moi, d'avoir un intérêt à ça. Alors quand je dis un intérêt, c'est probablement plus que ça, parce que ça fait quand même quelques décennies que ça dure, cette histoire. Ça s'ancre dans ce sentiment diffus là qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien ou pas de façon optimale dans la communication, et que ça me semble vraiment un enjeu important. Et moi, ça a été une découverte et un truc un peu magique de me dire « Ah, mais en fait, on est juste des êtres de relation, quoi. » Et que c'est quand même sacrément intéressant de s'occuper de la relation. Je crois que je manquais beaucoup, et je pense que je suis pas le seul Ce serait doux d'avoir un mode d'emploi de la vie, quoi. Tu oui, vois, effectivement. un mode d'emploi des relations et choses comme ça. Et je pense que j'ai cherché ça et que je continue à chercher ça. Ouais. Je l'ai cherché naïvement, quelquefois. C'était bien aussi, ça m'a fait découvrir des trucs. Du coup, la communication non violente, je continue à trouver que c'est un éclairage qui peut être chouette, qui a des parts vraiment intéressantes et que ça peut vraiment nourrir une réflexion, une façon d'être au monde. Donc, j'ai suivi des formations en CNV, donc les modules de base plusieurs fois avec des formateurs différents. C'est toujours intéressant de pouvoir voir des couleurs différentes.
participer à plusieurs groupes de pratique, parce que c'est quelque chose qui existe aussi en CNV et qui a une dimension importante. Et puis ça m'a amené, comme j'avais une intégration assez facile de la chose par mon parcours un peu précédent, à administrer des pages Facebook de groupes, soit de groupes de pratique, soit d'interrogations sur la CNV, de choses comme ça. D'accord. Alors bon, on parle de CNV, communication non violente. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la CNV ? Qu'est-ce que c'est ? Alors chacun des formateurs peut présenter ça avec des couleurs différentes, mais ça va être beaucoup présenté comme un art de vivre, plus que comme simplement une technique, ou pas réduit à une technique. D'accord. En tout cas. Ça correspond à une intention de se relier à l'autre, et puis un moyen qui a été modélisé par Marshall Rosenberg. Donc le fondateur. De la CNV. Et le moyen, c'est un processus. Donc c'est quelque chose qu'il a modélisé qui se veut accessible, facile à comprendre. Ce sera intéressant de revenir plus en détail, mais l'acronyme c'est OSBD. Alors, on va revenir là-dessus. Moi, ce que j'avais noté en lisant Rosenberg, justement, c'est il définissait la CNV comme une expression non violente. Donc ça, c'est quand même l'élément principal, la communication qui se veut non violente. Et il disait que c'est une référence au mouvement de Gandhi. Il est inspiré par Gandhi, en fait. Et pour lui, c'est communiquer avec l'autre sans lui nuire. En fait, c'est ça sa définition de la non-violence. Alors, c'est là aussi où je dis il y a des couleurs différentes, des choses comme ça. Moi, ce que j'en retiens, par exemple, beaucoup, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant par Marshall Rosenberg, c'est essayer de trouver un endroit de communication de cœur à cœur. Ah oui, ça, il en parle beaucoup. Voilà. Et je pense que sa réflexion et le processus qu'il a modélisé, c'est l'idée de qu'est-ce qui facilite la connexion. Alors, le terme connexion revient beaucoup. Il y a des stéréotypes comme ça. Je serais plus à l'aise avec le mot lien. C'est plus le mot connexion qui va être utilisé par des pratiquants CNV. Mais qu'est-ce qui facilite le lien ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se connecter de cœur à cœur ? Et qu'est-ce qui éventuellement empêche ça ? Et de cette réflexion-là est né le processus OSBD. Oui, est ce que dit Marshall Rosenberg dans son livre le plus connu qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs ». Il dit que la CNV a pour but de créer des relations fondées sur la sincérité et l'empathie et qui, au bout du compte, satisferont les besoins de chacun. Donc, on retrouve vraiment toujours cette notion et puis aussi la bienveillance. Je disais tout à l'heure cette chose de l'intention, la connexion de cœur à cœur, pour lui, c'est presque identifiable à cette idée de, dans un échange, un lien avec quelqu'un, je vais prendre en compte mes besoins, je vais prendre en compte les besoins de l'autre. Ouais. Et il y a quelque chose qui, moi, me séduit beaucoup, a été très séduisant, parce que j'avais fait d'autres choses en communication et où il y avait beaucoup un accent sur « je m'affirme », qui peut être une espèce d'autre école ou d'autres voix ou d'autres couleurs. C'était l'affirmation de soi, et puis c'est un peu l'autre, il se démerde, quoi. Et il y avait quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, mais qui n'était pas satisfaisant pour moi. Et j'aime beaucoup, moi, cette idée-là en communication non violente, qui est l'idée que pour que ce soit bien pour moi et satisfaisant pour moi, et tu vois, je suis touché en le disant, c'est important pour moi que ce soit bien pour toi aussi. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est fondamental dans cette approche. Voilà, c'est vraiment l'élément fondamental presque de la CNV, c'est autour des besoins. Et qu'on va essayer de se relier à cet endroit-là dans nos relations. Ouais. Alors, pour qui c'est utile la CNV ? À qui ça s'adresse ? Et pourquoi ? Dans quelles circonstances on va utiliser la CNV ? A priori, si t'es humaine, si t'es humain... ça reste à démontrer. Déjà expérimenté des moments où c'était pas toujours fluide la communication, où l'échange avec l'autre avait pas toujours le goût le plus satisfaisant possible. Donc il y a un endroit où on pourrait dire tout le monde, bien sûr, et si je suis un peu prosélyte de la CNV, c'est même incompréhensible que des gens ne s'intéressent pas à la CNV. Attends, c'est ça la chose la plus importante au monde, bien sûr. Oui, donc on peut le retrouver dans tous les types de relations, finalement, familiales, professionnelles. Alors bien sûr, et ça peut être aussi dans la relation intrapersonnelle. Quelquefois, je peux être en conflit avec moi-même. Il y a une part qui est très satisfaite là, de faire l'interview avec toi parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ça a du sens pour moi. Et puis, il y a un autre endroit de moi où c'est pas complètement confortable non plus. Là, je me ferais bien un café, j'irais bien me promener, en plus il fait beau et tout ça.
Et ok, il y a ces deux parts-là, et tu vois, je peux commencer à rentrer en dialogue avec ces parts-là aussi. Ouais. Et pour le coup, si c'est avec une approche un peu CNV, ok, qu'est-ce que c'est les besoins de ces choses-là? Et ça va vite toucher à quelque chose d'essentiel en CNV que je trouve, moi, fort intéressante. C'est que nos conflits, nos oppositions, choses comme ça, se jouent sur ce qu'on va appeler en CNV les stratégies et pas les besoins. Peut-être je peux rester sur l'exemple précédent pour expliciter un peu plus, parce que oui, ça peut paraître voilà, un peu c'est une obscur. acception en plus de besoin qui est peut-être différente de celle qu'on utilise habituellement. C'est que j'ai ce conflit-là, là, j'ai envie d'aller me promener et puis j'ai envie de faire l'interview avec toi. Ces deux choses-là, c'est difficilement conciliable. Et je vais commencer à essayer, pour ces deux choses-là, d'aller voir un petit peu plus profondément. Le fait de faire l'interview avec toi, ça correspond pour moi à un besoin de sens, à un besoin d'authenticité. Ça correspond très fort chez moi à quelque chose de l'ordre de la clarification. Parce que je peux avoir aussi des difficultés avec le monde de la CNV et que ça me paraît important de les nommer, de les mettre à jour, de les faire apparaître. C'est un enjeu fort chez moi. Et puis, aller me promener, là, ça va être chez moi des besoins de détente, des besoins de jeu, quelque chose de ludique, léger, il y a du soleil, je suis pas très bien depuis quelques jours, voilà, de plaisir. Et juste, avec ces deux besoins-là, je vais faire une espèce de négociation intérieure. Et puis je me dis, je vais encore passer peut-être 1h30 ou 2 heures devant le micro d'Elisabeth. Et puis je pense que j'irai faire un petit tour, là, ce sera pile l'heure où il fera un peu plus doux et tout ça. Et c'est ok en moi, je sens que mes deux besoins, ils sont un peu apaisés, tranquillisés, nourris, et ça me permet de trouver une détente. Oui, effectivement, la CNV, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il y a cet aspect introspection, cet aspect métacognition, d'essayer d'identifier. On va rentrer dans le détail là-dessus, c'est vraiment passionnant. Donc c'est à la fois la communication avec l'autre et à la fois un outil de connaissance de soi et de prise en compte de soi, en fait. Oui, il y a une dimension qui était importante aussi, me semble-t-il, pour Marshall Rosenberg, et qui est beaucoup mis en avant et qui fait un peu exception dans ce monde, je trouve, du développement personnel, des choses comme ça. Ou même de la communication en général, d'ailleurs. De la communication en général. C'est l'idée que c'était une façon aussi d'introduire du changement social. Lui avait vraiment cette vision que nos structures étaient oppressives et que par la communication, par le fait de changer nos façons de penser, parce que quelque part, pour lui, l'idée de changer le langage, c'est vraiment changer une façon de penser. Et c'était l'idée de déconstruire ces structures oppressives et vraiment d'introduire du changement social et de ne pas contribuer à des structures oppressives. Alors maintenant, je te propose qu'on aille un peu dans le détail justement de ce que c'est que la CNV. Concrètement, l'approche de Marshall Rosenberg, tu citais tout à l'heure donc l'acronyme OSBD qui correspond à 4 mots, qui sont un peu les 4 étapes à prendre dans l'ordre ou dans le désordre, pour appliquer, utiliser la CNV, c'est observation, sentiment, besoin et demande. Alors, allons-y, explique-nous ça, un peu un cours accéléré de CNV. Alors, observation, a priori, quand on l'entend comme ça, on se dit une observation, je sais ce que c'est. Et c'est souvent beaucoup moins simple que ça quand on se confronte à la chose. Alors, il y a beaucoup fait référence à Krishnamurti en CNV par rapport à cette chose de l'observation, qui est la citation de Krishnamurti de dire « faire une observation, c'est la plus haute forme d'intelligence ». Ça donne comme ça un petit peu l'idée que c'est peut-être moins simple que ce qu'on imagine. Et l'observation, ça va être de faire des observations factuelles et de vraiment le différencier, mon observation, de tous les jugements, de toutes les évaluations, de tout ce qui me vient très très rapidement en tête là, dès que quelque chose est stimulé comme ça chez moi. Donc là, par exemple, si on est dans une situation de conflit, parce que c'est ça qui est souvent donné comme exemple, c'est j'ai du mal à communiquer avec quelqu'un, j'utilise donc la technique de CNV, je commence par observer. Alors voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement une observation comparée à un jugement ? Alors, écoute, ici chez moi, il y a un tout petit parking là derrière. Il n'y a que 4 places et quelquefois, il y a quelqu'un qui arrive et qui se gare à cheval sur 2 places. D'accord. Tu commences à mesurer à quel point il y a des gens qui ont juste aucun respect. C'est quand même pas compliqué
de voir que si je me mets au milieu, je laisse pas la place pour quelqu'un d'autre. C'est insupportable, ces gens qui prennent pas en compte les autres. Ouais. T'es d'accord? Tout à fait. Bon, ça va. Si ça, je pense que c'est une observation, c'en est pas une. Exactement. Ouais. L'observation, c'est, tiens, je vois que la voiture est garée au milieu des 4 mètres disponibles de place. Voilà. Ça, c'est une observation objective. Voilà. Et même souvent, ça va être important de le situer aussi dans le temps, dans le moment. Aujourd'hui, à 10h20, il y a cette voiture qui est garée au milieu là, de l'espace disponible. Voilà, l'observation, ce serait ça. Et puis, je tente de laisser de côté un petit peu tous ces jugements qui font que si je croise la personne qui a garé sa voiture là, je risque de l'aborder avec un état d'être intérieur qui va pas être le plus doux et qui va peut-être pas faciliter l'échange de cœur à cœur, tu vois. C'est pas facile. Déjà, on mesure déjà rien qu'avec observation. Et c'est pas facile. Rester dans la dans compréhension de l'observation. intellectuelle de ça est très simple. L'intégration, le fait que ça devienne quelque chose de l'ordre de l'automatisme chez moi, c'est un exemple qui est souvent donné aussi. C'est un peu comme quand je passe le permis de conduire. Au début, j'en ai plein la tête, le clignotant, passer la vitesse, tourner, regarder dans le rétro, tout ça. Ça demande beaucoup d'attention et que avec la pratique, il y a quelque chose qui s'automatise, entre guillemets. Ça devient un réflexe que d'être dans l'observation ou de se ramener vers l'observation, de se rendre compte qu'on n'est plus dans l'observation. Voilà. Il y a quand même un endroit où c'est important de garder une certaine modestie et un objectif réaliste avec ça. Parce que par exemple, Marshall Rosenberg, au bout de plusieurs décennies, continuait à se promener avec un petit carnet sur lequel il notait tous ses jugements, en fait. Ouais. Oui. Voilà, on a des heuristiques de fonctionnement qui sont juste notre premier mouvement. Oui, l'heuristique étant un réflexe de pensée, quelque chose qui nous vient spontanément. Voilà, c'est un automatisme qui est super efficace dans plein de situations, qui nous est bien utile et tout ça. Et puis, il y a certaines situations où ça l'est moins. Alors, une fois qu'on a fait cette observation, à quoi ça nous sert d'observer que la voiture occupe un espace de 4 mètres sur un parking de 4 places? La deuxième étape du processus, ça va être OK, qu'est-ce que ça me fait quand je vois ça? Donc, ça va être plus mon sentiment. Voilà, donc c'est le S de OSB. Voilà. Sentiment. Du coup, le sentiment, alors, en CNV, on ne fait pas trop la différence, sentiment, émotion, tout ça. D'accord. On met beaucoup ça sous le même vocable. Mon sentiment, c'est je suis furax, quoi. Ah, là, on le nomme quand même. Alors, on le nomme, en tout cas, on se le nomme. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas forcément dire que je vais entrer en relation avec l'autre avec je suis furax. Mais je reconnais ça en moi. Il se passe ça en moi. Sur le sentiment, je trouve que c'est intéressant de s'y attarder un peu parce que on est mu en permanence par des émotions, on est mu en permanence par de la satisfaction, de la colère, de la peur, etc., etc. Et ce que je trouve intéressant avec la CNV, c'est qu'on a cette démarche un peu, je dirais, systématique avec ces 4 étapes qui nous invitent à en prendre conscience. Parce que bien souvent, on n'en a pas conscience quand on est en colère ou quand on a peur ou quand on est stressé, ou etc., etc. Et je trouve ça super intéressant, alors déjà, de dissocier l'observation du sentiment, c'est super intéressant, mais aussi, au travers de cet exercice, de prendre conscience de choses dont souvent on n'a pas conscience et qui vont avoir un impact important sur la manière dont on communique, justement. Et savoir qu'on est en colère, le savoir et le nommer, c'est un premier pas énorme vers une amélioration de communication. Est-ce qu'on va faire le choix d'exprimer cette colère ou pas? À partir du moment où on sait qu'elle est là, déjà, on a un peu plus de recul. Alors, j'aime bien ce que tu dis là. Parce que, en fait, quelque part, ça introduit la position méta aussi. Juste ce côté. OK, il se passe ça chez moi. En fait, ça introduit en moi l'espace de la relation. C'est-à-dire que je vais commencer à pouvoir entrer en relation avec le fait, tiens, je suis furax. Mais ça veut dire que ça me permet de m'en différencier. Oui. Et du coup, je crée l'espace de la relation et ça veut dire que je suis plus juste agi par ça. Donc, tu parles de l'espace de la relation avec cette émotion, et non pas avec la personne qui est égarée. Avec l'émotion en moi, donc vraiment en interne. Moi, ça me paraît vraiment important. Et alors, quelque chose que je trouve aussi très chouette avec ça en CNV, c'est aussi que je vais comme ça enrichir mon vocabulaire des sentiments. Oui.
Il me semble que dans la moyenne, beaucoup d'entre nous Mhm. manquons cruellement de cette capacité à nommer un peu ce qui se passe en nous et qu'on a quelquefois une pauvreté de vocabulaire des sentiments, Complètement, ouais. éventuellement des besoins. Et que ça, je trouve, c'est quelque chose, pareil, que je continue à trouver vraiment fort intéressant avec la CNV, qui est, ça me permet une élaboration fine de Mm. ce qui se passe en moi. Et je pense que ça a un intérêt. Oui, et c'est vrai que ça fait partie des outils qui sont proposés dans les cours de CNV. C'est des listes, on les trouve d'ailleurs sur Internet, avec toutes les émotions qu'on peut ressentir, en fait. Et cette liste peut nous éclairer, justement, nous permettre d'affiner, comme tu dis, vraiment ce qu'on ressent. Et quelquefois, nommer, effectivement, se le nommer à soi, c'est faire sortir de l'ombre quelque chose qui nous gouverne Mhm. et dont on ne se rend pas forcément compte. Ces listes-là sont jamais complètement fermées, Mm. établies une fois pour toutes. Mm. Là aussi, il peut y avoir des couleurs différentes. Il y a certains formateurs qui vont trouver que tel sentiment, ça lui parle pas. Et tu vois, les listes peuvent être mouvantes Ouais, aussi. ouais. C'est pas quelque chose de figé complètement. Mhm. Et alors, le gros point du sentiment en CNV, et ce qui fait qu'on donne beaucoup d'importance à ça, c'est l'idée que le sentiment, c'est Oui. un signal indicateur. C'est un peu comme le témoin de ma voiture qui vient me dire quelque chose. Eh bien, le sentiment, ça va être vécu et ça va être entendu comme quelque chose qui pointe vers un besoin, en fait, Alors, que j'ai. voilà, ça c'est la troisième étape, Voilà. besoin. La vision de Marshall Rosenberg, c'est de dire les besoins sont universels. Du coup, si on se relie à cet endroit-là, il y a quelque chose justement de cet universel qui fait que ça va stimuler, dans le bon sens du terme, notre élan de contribuer. C'est-à-dire que une vision de Marshall Rosenberg qui est vraiment importante et qui défend, c'est que on a un élan naturel de Mhm. contribution. Mhm. Et moi, ça aussi, c'est quelque chose qui me touchait vraiment d'entendre ça les premières fois. Il y a le darwinisme mal compris de compétition à tout prix, mais on a aussi cette dimension du plaisir à contribuer pour Mhm. l'autre. Et en fait, cette idée qu'il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de contribuer pour l'autre. Mhm. Il y a pour moi là une espèce de révolution copernicienne dans nos façons de concevoir l'humain, et je trouve ça joyeux et porteur. Alors, je sais pas jusqu'où c'est interrogeable, hein, cette vision-là, parce que je pense qu'elle est un peu rousseauiste, idyllique aussi. Mais je peux reconnaître qu'elle fait du bien. Oui. Elle est bonne à avoir. Après, Elle est intéressante à prendre en compte dans nos ouais. relations aux autres. Ce que tu dis, c'est que finalement, si on identifie son propre besoin, mais qu'on essaye aussi de le relier aux besoins de l'autre, en essayant d'identifier le besoin de l'autre ou en demandant à l'autre de nous indiquer ses besoins, si on part du postulat de Rosenberg qui est de dire que ces besoins seraient universels, alors effectivement, on se relie, en fait, on se retrouve dans cette universalité et il y a une sorte de communion, en fait. C'est ça le. Et la connexion de cœur à cœur, je trouve qu'on pourrait l'appeler communion. C'est Mhm. vraiment ça, je pense, cette qualité-là de connexion qui est recherchée en CNV. Dans notre exemple de parking, ça donne quoi alors? L'étape 3 de besoin. Comment tu Alors, vas formuler les choses? presque, je sens que je ferme les yeux, tout ça. Ouais. Ça me demande de me connecter à l'intérieur. Ok, qu'est-ce que je sens là? Oui. Et ça me demande un temps de retour sur moi. Oui, parce que toi, tu as acquis ce réflexe. Alors oui, je sais pas jusqu'où c'est un peu le fonctionnement de tout le monde, ou peut-être que moi, effectivement, c'est quelque chose que j'ai un peu plus travaillé et que ça me vient un peu plus spontanément. Mais naturellement, voilà, il y a quelque chose qui tourne un peu le regard vers l'intérieur là, de Un moment de pause voilà. pour observer ce qui se passe en toi. Et chez moi, par exemple, ça toucherait à quelque chose de l'ordre du besoin d'être pris en compte, du Mhm. besoin d'être vu. Moi, je vais avoir du mal avec cette idée de besoin de respect. C'est quelque chose qui peut souvent être revendiqué par Oui. des gens, le C'est un respect. peu abstrait, peut-être. C'est abstrait et ça a tendance à être ce qu'on appellerait en CNV une évaluation cachée. Ah C'est-à-dire oui. que Il m'a je- manqué de respect. Quelque part, on voilà, pourrait le renverser et ça avec fait. prétend que je parle de mon besoin de respect, mais quand même en souterrain, il y a un peu ce salaud-là, il a quand même pas beaucoup de respect, quoi. T'es d'accord, toujours. Bon, mais tu as peut-être aussi un besoin de garer ta voiture? Alors, est-ce que j'ai un besoin de garer ma voiture? Tu l'as zappé direct, ça. C'est pas utile. C'est pas ça qui te met en colère. Non, je crois pas. D'accord. Et puis, quelque part, garer ma voiture, c'est pas un besoin, c'est une stratégie.
C'est vrai que c'est pas un Ok. besoin universel de garer la Voilà, voiture, si voilà. on va dans le sens de Rosanna. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup du travail autour du besoin qui est justement de creuser avec est-ce que c'est un besoin, ça? Non, en fait, c'est une stratégie. Et toute cette importance en CNV de distinguer la stratégie du besoin. Pourquoi tu dis que garer sa voiture, c'est une stratégie? Et, Stratégie de quoi? Pourquoi? C'est utilitaire, c'est ça que tu veux en dire? fait, mon besoin, c'est un besoin de me déplacer. Tu Ah, vois? voilà. C'est aussi ma stratégie pour me nourrir parce qu'elle me sert éventuellement à aller faire les Ah oui, courses. d'accord. C'est en ce sens-là que je le vois plus, la voiture comme une C'est un stratégie. moyen. C'est un moyen, voilà. D'accord. Le Donc terme. on dissocie moyen et besoin. Voilà. Et quelle demande à ce moment-là tu formulerais? Et ben alors, il y a plusieurs axes possibles en fait avec ça. Je peux choisir de me donner plus de l'auto-empathie, c'est-à-dire m'écouter, moi, essayer d'entendre qu'est-ce qui se passe en moi. Du coup, ce truc, ok, je suis furax, ok. Et avec ça, simplement, je connecte avec mon besoin, qui est j'ai besoin d'être pris en compte, et quelque chose se dégonfle un petit peu en moi. C'est-à-dire que ce côté, je suis furax, finalement, ça marche un peu à minima, avec en fait, ok, je me rends compte que j'ai besoin d'être pris en compte, quoi. C'est ça mon besoin. Et déjà ça descend d'un cran, quoi. Ça détend. Ça détend, tu vois, même si je le sais intellectuellement, mais j'arrête de penser que c'est l'autre qui est responsable de ma colère et que ça me permet de me connecter. Ah, mais ok, en fait, j'ai besoin de ça, quoi. Et la demande, c'est un peu pareil. Soit je la fais vers moi, soit je peux la faire vers l'autre. Alors, avec ce que je sentirais adapté sur le moment. Mais peut-être que le simple fait que ça se soit dégonflé comme ça en moi un peu, que j'ai connecté avec mon besoin, fait que je me sens plus une urgence incroyable à aller jouer les chevaliers blancs, les redresseurs de tort, et que finalement je sais que c'est quelqu'un qui risque fort de partir dans 10 minutes et que c'est ok, que ma voiture elle peut très bien rester 10 minutes là et que ça va. Ou alors, non, je sais que je vais être occupé, que c'est pas facile pour moi, j'ai besoin un peu que ce soit réglé plus urgemment. Et auquel cas, je vais frapper un peu à la maison. Alors ici, c'est assez facile parce que moi, il y a 3 maisons, mais je vais aller frapper, non pas la personne, mais la maison. Et puis poser une demande qui serait de l'ordre de... Déjà, pas partir du constat que l'autre s'est garé n'importe comment. Juste vérifier que déjà, est-ce qu'il a vu qu'il y avait 2 places de parking? Peut-être lui dire, voilà, je me permets de venir vous voir parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 places de parking et peut-être c'est vous qui êtes garé à cheval sur les 2 places et ça ne me permet pas d'avoir la place pour moi m'y garer. Est-ce que vous êtes OK de bouger votre voiture et de la regarer un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite ? Et a priori, si je m'adresse à la personne de cette façon-là, il va plutôt avoir envie de me dire OK ou de me dire je termine et puis dans 5 minutes je suis là, est-ce que ça vous va? Ah oui, OK, ça va et tout va bien. Et d'autant plus que toi tu décris des faits, tu ne prêtes pas d'intention à la personne ou de négligence ou quoi que ce soit. Tu lui dis juste, voilà, il y a 2 places. Si c'est un visiteur et qu'il n'a pas l'habitude, peut-être qu'il n'a pas fait gaffe et tout simplement, voilà, l'informer... Et puis peut-être qu'avant d'aller le trouver, j'aurais quand même pris soin de reconnecter à mon intention, qui est, soit je vais jouer les chevaliers blancs redresseurs de tort, soit mon intention c'est d'être dans une demande apaisée et la clarté que, il a des besoins, moi j'en ai, et que mon intention c'est une intention de lien et de connexion, et que j'y vais pas avec lui montrer à quel point c'est un sagouin, quoi. Effectivement, ça peut aider. Et la demande, il faut que ce soit quelque chose de très concret, comme là, ce que tu viens de proposer, qui est de dire est-ce que ça vous dérangerait de déplacer votre voiture pour que je puisse me garer moi-même? Faire une demande du type est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, respecter les autres et déplacer votre voiture? C'est déjà moins concret et surtout, il y a un sous-entendu derrière, il y a un jugement. Ça risque de déplacer en lui des endroits autres que sa voiture. C'est ça. Voilà, c'est assez chouette, je trouve, de me rendre compte que si je m'adresse de cette façon-là à la personne, je vais pas maximiser mes chances que mes besoins soient rejoints, en fait, et qu'il ait envie d'y contribuer. C'est aussi avoir la clarté que si je fais une demande, c'est pas une exigence. On fait en CNV une différenciation clé. La différence entre une exigence et une demande.
Parce que quelquefois, je prétends avoir une demande et non, j'ai une exigence. Si la personne n'accède pas à ta demande, alors là, tu ne seras pas content. Et Ça, ben, c'est une c'est ça exigence. qui fait la différence. Mhm. C'est à ça qu'on le mesure. Alors, peut-être que je vais avoir un ton différent dans comment je vais m'exprimer, mais on s'en rend compte surtout aux conséquences. C'est-à-dire que si l'autre ne rentre pas dans ma demande et que je lui fais payer, c'est que j'avais une exigence, Ouais, en fait. ouais. Si j'ai une demande, je suis OK avec l'autre, éventuellement, n'y répond pas, quoi. Mhm. Ou n'y répond pas favorablement. Il y répond de toute façon, mais il y répond pas forcément Ou pas favorablement. comme on voudrait. Ben, c'est la différence aussi entre être entendu et être comblé. Oui. Tu peux très bien entendre mon invitation à aller au cinéma, mais ça ne veut pas dire que tu vas la combler. Et très souvent, moi, je vais trouver un moyen assez habile de me maltraiter, qui est de penser que si tu combles pas ma demande, tu l'as pas entendue. Tu vois, je vais quelquefois me plaindre, parce que la plainte, c'est quand même quelque chose d'assez savoureux, tu vois. Ça permet de poser que c'est quand même l'autre qui est responsable, Bah ouais. c'est toujours intéressant. Et du coup, je vais me raconter que tu m'as pas entendu. Et non, en fait, tu n'as pas comblé ma demande. Mhm. Mais c'est OK, parce que je te reconnais le droit d'avoir une vie autonome, des besoins autonomes, et de ne pas être complètement à mon service, quoi. Ouais. Et je pense que ça risque de créer une relation un peu plus porteuse si je te regarde comme ça, et ça risque d'être plus confortable et plus agréable pour toi que si je te vis comme au service de mes besoins, quoi. C'est vrai, je te confirme. Mais dans tout ça, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette démarche, c'est que là, dans les exemples que tu as donnés, on part de ton besoin à toi, on part de ton ressenti à toi, de tes demandes à toi. Et donc, c'est un outil, la CNV, qui est intéressant pour se faire entendre, mais c'est aussi un outil pour entendre l'autre et comprendre l'autre. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une situation où la CNV, justement, est applicable? Donc, ces fameuses OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, peuvent être utiles quand on est face à quelqu'un qui éprouve un sentiment particulier et va avoir une demande. Un exemple comme ça avec un enfant, je suis avec ma fille, on va voir une amie, voilà, moi j'ai plaisir à la voir, à aller discuter avec elle. Ma fille, je crois qu'elle a à l'époque genre 7-8 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Et puis il y a un vélo d'appartement chez cette amie. Et quand on est enfant, c'est fort tentant. Voilà, c'est presque un jeu, je sais pas, il y a un truc de découverte. Enfin, en plus, ça devait être la première fois qu'elle devait voir un instrument comme ça. Assez curieux d'un vélo qui n'est pas fait pour se déplacer, c'est quand même bizarre. Du coup, elle demande si elle peut essayer. Ok, on baisse un peu la selle, elle essaie. Voilà, je discute avec l'ami, tout ça. Et à un moment, je vois ma fille arriver avec un air complètement dépité et voilà, je la sens un peu gênée, honteuse, triste, avec les larmes un peu au bord des yeux. En fait, ce qui s'est passé juste, c'est qu'il y a un compteur sur des vélos comme ça, il s'est relié par un câble à la roue. Et en montant ou descendant de ce vélo, elle s'est pris les pieds dans le câble, ça casse le câble. Et du coup, elle est juste désespérée parce qu'on est chez quelqu'un d'autre, elle a cassé un truc. Comme elle est juste tout à fait charmante et qu'elle essaie d'être comblante, d'être une petite fille parfaite, c'est désespérant pour elle d'avoir fait ça. Enfin, elle est complètement confuse et tout ça. Si je suis un parent à peu près normal, je lui saute dessus pour lui expliquer qu'elle a fait une bêtise, au cas où elle n'aurait pas compris. Qu'elle aurait pu faire attention. Qu'elle aurait pu faire attention, que de toute façon c'est toujours pareil. Parce qu'en général, on part dans des généralisations comme ça, que on vient là et qu'il n'y a pas moyen d'être tranquille, que je ne peux pas discuter avec mon ami, il faut qu'elle fasse... Eh ben, je ne suis pas parti là-dedans. Et juste de la voir comme ça, complètement dépitée, ça a été plutôt de me relier à elle et à ce qu'elle vivait. Effectivement, quelque chose de l'ordre de t'es triste et t'es inquiète même de comment peut-être je vais réagir aussi. Est-ce que tu vas te faire engueuler? Est-ce qu'il va t'arriver quelque chose de franchement désagréable, quoi? Ouais. Ou bien est-ce que tu as juste l'impression d'avoir fait une bêtise et que t'es juste désolé, quoi? Et il va plutôt me dire oui à cette proposition-là. Peut-être qu'elle va m'expliquer un peu plus ou affiner la chose pour elle. Donc là, on clarifie le sentiment, voilà, l'état de d'âme. clarifier un peu ce qui se passe, de pouvoir donner l'espace à ce qu'elle puisse pleurer si elle a envie de pleurer. Et puis,
Qu'est-ce que serait son besoin? Peut-être de proposer des pistes aussi à ça. Un besoin qui serait terrible, je sais pas s'il est vraiment dans la liste des besoins, mais ce serait presque d'être comblant. Je pense qu'on a un fantasme comme Ouais. ça, d'être comblant pour Mmh, l'autre. mmh, Et que quand on est enfant, on a le fantasme d'être comblant pour notre parent. complètement. En tout cas satisfaisant, Mm. on a envie de faire au mieux. Mm. Et que c'est ce truc-là que ça vient heurter, ça, Mm. chez elle. Et du coup, un peu spontanément, comme ça, m'est venu de lui demander qu'est-ce qu'elle pourrait proposer, comment on pourrait réparer le truc. Ça l'a fait pleurer tout de suite parce qu'elle se sent pas les moyens d'une caisse à outils, de trucs. Clairement. Et tu vois, j'avais pas été suffisamment fin dans comment je formulais les choses pour pas capter qu'elle pouvait l'entendre comme ça. Et de lui dire, en fait, j'avais prévu de passer mon temps à autre chose, qui serait de passer l'aspirateur. Du coup, je te propose que le temps que je vais passer à réparer le vélo, tu puisses, toi, passer l'aspirateur à ma place. Comme ça ne me coûte rien, entre guillemets. Et tu vois, je suis toujours touché en pensant à ça, parce que je trouve que ça évite aussi de lui mettre sur les épaules une culpabilité. Elle grandit de 20 centimètres quand je lui fais une proposition comme ça, plutôt que de se sentir minable. Oui, et puni, parce que finalement, dans ta proposition, formulée d'une autre manière, on pourrait le prendre comme une punition. Bah, puisque c'est ça, tu vas passer l'aspirateur parce que moi, j'ai pas que ça à faire, Ouais, etc. Et en fait, dans la manière de proposer la chose, c'est pas du tout ça. C'est c'est une collaboration. pas du tout ça. Elle n'a pas les compétences, les moyens de réparer le vélo. En revanche, réparer, entre guillemets, la situation consiste à travailler avec toi en équipe sur cette question-là et finalement que ça se passe bien pour tout le monde, quoi. Et que c'est pas si grave et qu'il y a des solutions. Et je te dis pas l'application qu'elle va mettre Ah oui. à passer l'aspirateur, C'est vrai, ouais. bien sûr. Ouais. Oui, donc une jolie leçon finalement pour elle que finalement c'était pas si grave et qu'il y a toujours moyen de... Ouais, et puis pour moi, je crois, qu'il y avait une vraie fierté à pas être passé à côté, Ouais. pas m'être planté Ouais. sur un truc comme ça, et à lui avoir offert des moyens et élargir quelque chose plutôt que de la pourrir et de la voir se racrapoter. Ouais. En tout cas, c'est vrai que Marshall Rosenberg, dans son bouquin, il développe beaucoup cette idée-là de l'utilisation de la CNV pour entrer en connexion avec ce que l'autre veut exprimer, en l'encourageant à exprimer ses émotions, en l'encourageant à exprimer ses besoins, à en prendre conscience ou à nous les expliquer pour qu'on comprenne ce que la personne vit, en fait. Et comment on peut trouver un moyen de satisfaire ses besoins comme les nôtres. Je trouve ça intéressant que ce soit un outil qui s'utilise dans les deux sens, en fait, pour soi comme pour l'autre. Cette chose des besoins, de se rejoindre au niveau des besoins, c'est complètement central chez Marshall Oui, Rosenberg, complètement. quoi. Ouais. Et alors, comme on arrête d'être dans le jugement, comme tu l'as dit, on arrête de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, ou c'est normal ou anormal. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ce type de discours, et on peut être tenté de le tenir vis-à-vis des enfants, que ce soit dans l'éducation familiale ou que ce soit à l'école. Il y a des choses qui sont vraiment carrées, c'est comme ça, c'est pas autrement, et faire autrement, c'est problématique. C'est curieusement comme ça qu'on se représente notre mission d'éducateur, Ouais. quoi. Et c'est terrible parce que ça part d'une bonne volonté, ça part de Oui, quelque bien chose sûr. d'aimant. On a l'impression Et en d'éduquer. général, on leur pourrit la vie parce qu'on les aime beaucoup. Et on se l'applique à soi aussi, et au passage, ce Et qui nous bien pourrit sûr, la vie à nous bien aussi. sûr. Donc la CNV, finalement, c'est une générosité, une spontanéité, quelque chose de volontaire vers l'autre, vers soi, et qui ne provient pas d'une contrainte ou d'une obligation morale extérieure. C'est... Cette chose de la punition, la récompense, c'est très central. Je veux avoir une influence sur l'autre, c'est important pour moi d'avoir une influence sur mon milieu, sur les gens qui m'entourent, et choses comme ça. Mais à partir de quel élan j'aimerais motiver un comportement chez l'autre? Est-ce que c'est à partir de la peur? Est-ce que c'est à Oui. partir... Ou bien est-ce que j'ai envie que cette personne-là réponde et se comporte de telle façon à partir de quelque chose qui est de l'ordre du désir et de la joie et de l'enthousiasme? Et je vais pas m'y prendre de la même façon. Et la punition, la disqualification, ça crée pas quelque chose où l'autre risque de fonctionner à partir de son enthousiasme et d'un élan de vie. Mais la question qui me vient quand même par rapport à la communication non violente, c'est à partir du moment où on parle de non-violence, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'exprimer de la colère? Est-ce qu'on n'a pas le droit de tout à coup dire il y en a marre, quoi. J'ai pas envie de ça et j'ai envie que les autres le sachent, surtout. Est-ce qu'on peut être en colère tout en étant dans la CNV?
Alors, c'est non seulement on peut, mais il n'y a pas de répression des émotions en CNV. Je pense que l'invitation, c'est au contraire à reconnaître ses émotions, à les vivre. Après, c'est peut-être aussi la confusion avec simplement le nom de la CNV, de la communication non violente, Ouais. où cette idée de non-violence, donc d'absence de quelque chose, fait que ça met facilement dans cette croyance que la colère, c'est pas bien. Et c'est peut-être de clarifier que communication non violente, c'est une espèce de traduction de ahimsa en sanskrit, et qui est cette idée de au-delà de la violence. C'est pas on ne veut pas la violence, c'est on essaie de se connecter à un endroit où on est au-delà de ça, comme dépasser ce clivage-là. Ouais. Mais du coup, ça se matérialise comment, concrètement, si je veux exprimer ma colère ? Par exemple, une girafe, donc cet exemple-là du pratiquant CNV, il y a des colères girafes et je peux tout à fait témoigner de combien ça me met en colère, et je pense que ce serait personnel, mais je trouve même important de la montrer à l'autre, ma colère. Parce que comme ça, je la pose pas sur l'autre. De manière Tu vois, et ça me insidieuse, permet... tu veux dire ? Ouais. Éventuellement, si jamais je suis vraiment très en colère, je vais prendre, je sais pas, une raquette de tennis, je vais taper sur le matelas et je vais te dire, tu vois, ça me met vraiment en colère et je vais te la montrer, ma colère. Et du coup, ça devient parlant pour toi, mais au moins, je suis pas tenté de prendre la raquette et de te taper dessus. Écoute, Ce qui est quand même plus confortable. ça peut être pas mal. Et ok. Donc la signifier Bien cette sûr, colère. bien sûr. Après, c'est là où ça demande aussi de la finesse et de quelque chose de l'ordre de l'interrogation personnelle ou de la réflexion ou de la position méta. C'est vraiment cette idée que la violence, les jugements, c'est l'expression tragique de nos besoins insatisfaits. Et que du coup, je peux aussi regarder la colère de ce côté-là. Ah, ok, je suis en colère, mais toujours pareil, tu vois que ça me reconnecte à un besoin. Ça veut dire que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, quoi. Mais je vais prendre effectivement peut-être le temps et les étapes de cette OSBD que je fais. Ouais. Ça ne veut pas dire non plus que je fais ça nécessairement à l'autre directement. C'est plus, pour moi, des points de repère, des balises qui me permettent de ne pas me laisser emmener par une émotion qui me ferait dire l'autre vraiment il fait n'importe quoi ou tout ça. Juste, ça me fait un espèce de rappel à moi-même de qu'est-ce que je vois, comment je me sens, qu'est-ce que c'est mon besoin. Ça m'évite de partir dans mes automatismes et de me laisser embarquer. Et une fois que j'ai fait ça de façon interne, peut-être que je vais pas me relier à l'autre en lui refaisant le truc OSBD. Ouais. Aussi parce que je risque de le fatiguer assez vite, que l'autre, ça va lui donner un sentiment que je suis dans un langage en conserve, quoi. Et que... Oui, parce que si tu fais une phrase qui commence par « J'observe que votre voiture est à cheval sur 2 places de parking », ça me renvoie de la colère, j'ai le sentiment de ne pas être pris en compte, qui est un besoin fondamental. Pourriez-vous déplacer votre voiture ? Ça fait effectivement un peu artificiel. Oui. Et lourd. Effectivement, si je m'exprime comme ça, je pense que ça va être un peu étonnant et que l'autre va avoir tendance à penser que je suis un peu... Ça va pas lui rendre la chose très acceptable, quoi. Et ça me paraît assez logique. Oui. Du coup, c'est plus une mécanique interne ou un moyen de pas me laisser embarquer. Et puis, je peux être dans une expression simple avec cette personne. Oui. Et ça peut se passer Ça beaucoup suffit. plus fluidement. Oui, bien sûr. Et ce que développe Rosenberg, je trouve que c'est quand même assez proche du stoïcisme. D'ailleurs, il cite Épictète dans son bouquin, qui disait les gens sont troublés non par les choses, mais par l'image qu'ils s'en font. Qui revient vraiment à cette idée qu'on est responsable de nos émotions, de notre perception du monde et de la manière dont on va réagir au monde. Donc ça, c'est riche. De toute façon, d'office, le stoïcisme, c'est quelque chose qui permet beaucoup de relativiser, comme tu dis, de prendre du recul par rapport à nos sentiments, par rapport à ce qu'on a envie de communiquer. Ça permet aussi, et je trouve ça aussi très intéressant, de prendre conscience de nos conditionnements. Et ça, personnellement, c'est vraiment un sujet qui me passionne dans la métacognition, c'est à un moment donné se rendre compte que je pense comme ça, mais en fait, je pense comme ça parce que on me l'a appris, parce que j'ai été élevée de cette manière, parce que ça correspond à une croyance ou ça correspond à ce que j'ai déjà vécu auparavant. Et du coup, je me dis, c'est forcément tout le temps comme ça. Enfin, il y a une sorte de conditionnement chez moi. Et le simple fait de réaliser qu'il s'agit d'un conditionnement, je trouve que ça peut déverrouiller énormément de
automatismes et quelquefois qui peuvent nous faire souffrir ou faire souffrir les autres. Ça m'évite de me prendre au sérieux, peut-être trop. Aussi, ouais. De savoir que, ah bah tiens, si j'avais été issu de telle culture, en fait, j'aurais une vision complètement différente du monde. Juste si j'avais été dans une autre époque, dans une autre famille, dans un autre lieu. Il y avait un bouquin qui s'appelait Message des hommes vrais au monde mutant. Oui. Tu avais lu ça, toi? Non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Oui. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. C'est que c'était extrêmement séduisant, ce livre. Donc ça décrivait les aborigènes comme des personnes... Alors, ça décrivait un mythe des aborigènes. C'était présenté comme une réalité. Mais c'était des gens complètement incroyables, avec quelque chose d'extrêmement pacifique, qui juste avaient besoin à un moment de trouver de l'eau. Et il y avait un guide qui se mettait en route. Et tu vois, il était connecté à l'eau. Il trouvait l'eau, au-delà forcément. Du sourcier, là. Et ce que racontait l'auteur de ça, c'est que c'était du vécu, qu'elle avait vécu dans cette tribu. Et puis on a su au bout d'un moment que c'était complètement du flanc, comme les Losangrampa ou comme des tas d'autres choses. C'était juste des mythes. Et de voir le décalage avec ce que peuvent dire des ethnologues par rapport à ces cultures-là, où en fait... Ce sont des cultures qui étaient ultra violentes quand même. Quoi. Et par exemple, cette chose de dès que quelqu'un meurt, c'est qu'il y a une faute, c'est que quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc on va chercher un responsable en fait. Qu'on va punir. Et qu'on va punir, alors pareil, les mythes de la punition, ça n'existait pas dans les tribus premières et choses comme ça. Pour le coup, c'est vraiment du mythe et c'est de l'idéologie intégrée projetée sur des âges d'or et sur... On est tous conditionnés finalement par notre culture. Et que c'est des cultures où du coup, la punition, en fait, on a un peu tendance à t'enfoncer un pieu dans la cuisse en évitant juste l'artère pour que tu meurs pas. Mais voilà, que c'est assez bien sympa, douloureux. bonne ambiance. Oui. Alors, du coup, ça me fait une espèce d'anti-transition. C'est qu'il y a une autre chose aussi que décrit Rosenberg comme une chose importante qui fait partie de ce processus pour créer du lien, pour communiquer, c'est montrer sa vulnérabilité. Que montrer sa vulnérabilité, ça aide à résoudre les conflits, en fait. Ça les désamorce d'un certain point de vue. Alors, ça les désamorce, oui. Je pense que ça peut surprendre aussi. Curieusement, ça peut... Je crois qu'il y a un endroit aussi... Moi, je peux avoir éprouvé ça, mais y compris dans le milieu professionnel, que montrer sa vulnérabilité... Hop, ça change d'endroit, que effectivement ça va permettre de régler les choses tout à fait différemment de ce qui se passe habituellement, que celui qui est un monstre, qui est juste un dictateur, tout le monde me renvoyait ça de quelqu'un, et qu'en fait, moi, je l'ai trouvé super à l'écoute, et que voilà, vraiment, ça permet de changer d'endroit. J'aurais des toutes petites réserves où c'est important de voir que c'est certainement aussi quelquefois plurifactoriel, ces choses-là. Par exemple, je me souviens de gens qui témoignent pour valoriser la CNV, qu'ils sont dans le bus ou dans le métro, il y a un Jones avec la radio sur l'épaule, le son très fort et tout ça. Et que dans notre mode de fonctionnement habituel, juste chacun ronchonne dans son coin, mais personne n'ose aller demander ou dire quoi que ce soit. Tout le monde n'est pas content et les jeunes, tout ça. Mais on se fait plus un dialogue intérieur. Et puis quelqu'un témoigne que elle sortait d'un stage CNV, elle est un peu formée à ça, et qu'elle a osé aller voir le jeune en question et lui dire je me sens un peu dérangé là par le niveau sonore, est-ce que vous seriez OK de baisser? Et ce jeune, dont la représentation aurait pu être de quelqu'un d'hirsute prêt à mordre tout le monde, mais bien sûr madame, et il baisse le niveau et tout se passe bien. Alors il est peut-être un peu facile d'utiliser ça en disant la CNV, vous avez vu, ça marche, c'est un exemple formidable et tout ça. Je pense que c'est aussi juste l'effet de surprise. C'est juste que en n'entrant pas dans le système habituel du jeune qui met sa musique et qui est habitué à ça et tout ça, en fait, on le déstabilise complètement et que oui, ok, madame, quoi, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une chose qui m'a fait bien plaisir dans le best-seller de Rosenberg, c'était le fait qu'il parle, sans vraiment le nommer d'ailleurs, de l'erreur fondamentale d'attribution. Cette grande tentation que certains ont, pas moi bien sûr, d'attribuer une faute plutôt à l'autre
qu'à soi. Nous, on a toujours une bonne raison de faire les choses. Les autres, s'ils se trompent ou s'ils font une chose qui nous déplaît, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose chez eux qui déconne, en fait. Alors que chez nous, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, c'est à cause des circonstances. On n'était pas aidés. C'est pour ça que ça s'est pas bien passé. Et ça, je trouve ça assez fort. Je trouve ça vraiment bien qu'il évoque ça. Parce que c'est vraiment quelque chose de très tentant. Ça, puis pour moi, il y a aussi beaucoup cette idée-là que pour nous-mêmes, on a plutôt tendance à poser des causes externes et pour l'autre, à poser des causes internes. C'est ça, exactement. L'autre, si il n'est pas optimum là dans sa façon de se comporter et tout ça, il pourrait quand même faire un effort. Tu vois, c'est clairement des causes internes. À l'inverse, pour nous, si, puisque tu es venu à la maison là pour qu'on puisse faire cet enregistrement, moi j'habite la campagne, il y a des gorges en fait assez serrées avant d'arriver au hameau. Et très très hautes. Très hautes. Et puis tu vois, du coup j'étais dans ces gorges, l'été, ça aussi j'adore me regarder là-dedans parce que l'été ici il y a des touristes. Ouais. Et quand même le touriste... le touriste, m'en parle pas. Ouais, quand même quoi. Et en fait, dans ces gorges, je roulais, et puis il y a une voiture devant moi qui vraiment se traîne, quoi. Les gorges, je veux bien que là où il habite, il n'y a pas de petite route comme ça, et tout ça, et qu'il ait l'habitude de 4 voies. Mais à un moment, c'est pas être à 20 à l'heure, tu vois, c'est dangereux. Enfin, ces gens sont inconscients, quoi. Et du coup, je sens que je m'énerve tout seul au volant. Enfin, c'est un grand classique aussi, je pense, la voiture. Mais je sens que je m'énerve tout seul parce que, il roule vraiment trop lentement. Je le double, je passe, je me détends un petit peu. Et 1 minute ou 2 minutes après, il y a une voiture qui me double. Et lui, il roule comme un fou. C'est pas possible de rouler à ces vitesses-là dans des gorges qui sont aussi étroites, où on a aussi peu de visibilité. Et juste cette chose comme... J'ai tendance à me vivre comme la référence ultime de toute chose. Et c'est moi qui ai la juste mesure de ce qui est bien, pas bien, de la juste vitesse dans les gorges. Et il y a moyen de mettre un peu d'autodérision aussi sur des choses comme ça, sur soi, quoi, ouais. Une autre chose aussi dans ce que décrit Rosenberg, c'est le fait qu'il soit contre l'idée d'étiqueter les gens en disant lui il est paresseux, ça m'étonne pas, j'en ai assez que tu sois impertinent, etc. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant, d'autant plus intéressant qu'il clarifie aussi le fait que c'est pas que de l'étiquetage négatif qui est problématique, c'est aussi le fait de dire qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce que tu es gentil, etc. Tout ça, pour lui, est problématique parce que ça va stigmatiser la personne, l'enfermer dans une étiquette. Et effectivement, c'est une notion qui est étudiée notamment en psychologie sociale, où on sait très bien que étiqueter une personne, ça va la conditionner. Et Rosenberg le dit lui-même, que c'est quelque chose qui va en fait nous confirmer dans ce que l'on pense de l'autre, et même peut aussi induire chez l'autre un comportement conforme à ce qu'on pense de lui. Donc on s'auto-confirme dans un diagnostic de l'autre. Il y a le risque d'en faire comme une identité. Je me souviens, par exemple, j'ai une grand-mère qui était quelqu'un que je vivais comme tout à fait bienveillante, plutôt à l'écoute, plutôt tout ça. Et je me souviens comment, une fois, je sais plus, j'étais gamin, et puis je crois que j'avais fait, tu sais, genre une braderie et vendre des trucs. Et qu'elle avait dit quelque chose de l'ordre de « Ah il est bon en commerce » ou un truc comme ça. À ton sujet ? Ouais. Et je sens comment ça a conditionné des choses plus tard dans ma vie, comme si je voulais me conformer à ça. Tu vois, j'étais gratifié pour quelque chose, alors qu'en fait, non, le commerce, c'est pas mon truc, quoi. Mais c'était important. Tu vois, j'avais reçu quelque chose de doux. Je sentais bien que le message, il était positif. Et j'avais envie de m'y conformer, quoi. On pense plus souvent à l'étiquetage négatif, à comment ça réduit. Mais voilà, il peut y avoir de l'étiquetage positif aussi. Qui réduit, qui nous enferme dans une image de nous-mêmes. Oui. C'est déjà la fin de ce premier chapitre. Vous pouvez retrouver les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur la page du site metadechoc.fr dédiée à cette émission. Merci à vous toutes et toutes qui avez fait un don ponctuel ou mensuel pour que cette série voie le jour. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre soutien à cette entreprise de réflexion sur nos propres pensées,
Suivez le lien en description vers les plateformes participatives. La semaine prochaine, nous en saurons plus sur le parcours de mon invité et sur les différentes techniques qu'il a explorées pour mieux communiquer avec ses semblables. On se retrouve donc vendredi à 18h pour le chapitre 2. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.